toutes et à tous, bienvenue pour ce 32e épisode de la 7e saison de Cold Facts. Forcément qu'on va revenir sur les qualifications pour les demi-finales de Fribourg dans un premier temps, qui s'est imposé 4-1 à Berne à l'extérieur dans le 7e match. Après, on parle de Lausanne qui, lui, s'est imposé 6-2 à la maison sans aucun problème. En tout cas, au niveau des tirs, c'était, je crois, 56-10 en faveur des Lausannois. Et puis, on passe au Paris sportif. On se projette sur la demi-finale entre Fribourg et Lausanne. Et puis, on termine avec Ajoie qui, malheureusement, va devoir passer par un barrage de promotion-relégation contre Viège. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va bien, je vais pas me plaindre de mes heures de sommeil parce que je pense que t'as dû en avoir moins que moi. Ouais, c'est pas un concours, c'est super. On a plein de choses à raconter, plein de choses à écrire. C'est magnifique. La Suisse romande a droit à sa demi-finale. On avait déjà une demi-finale avec la qualification de Lausanne mardi soir. Mercredi, c'est Fribourg qui a fait l'exploit en allant s'imposer à Berne. Avant de parler de Lausanne et de sa qualification face à Langnau, je pense qu'on va aller dans l'ordre du plus proche de nous au plus éloigné d'un point de vue temporel. Donc, Fribourg-Gotteron s'impose à Berne. Une victoire au final 4-1 qui s'est dessiné en à peu près une dizaine de minutes. Fribourg-Gotteron a été très solide le premier tiers-temps, a pas laissé grand-chose à Berne. On s'attendait peut-être à une furia bernoise au début, et pendant 10 minutes, il fallait tenir, puis après espérer. Puis en fait, après 10 minutes, je me suis dit, ouais, c'est pas mal ce qui est en train de se passer, parce que Berne n'a pas eu l'impression que les autres ont passé la deuxième, même, à aucun moment finalement. Mais c'est exactement eu le même... Au début de match, pardon, je précise, excuse. Oui, alors, pour aller juste plus loin, moi, à part la fin, à part quand ils ont sorti leur gardien une première fois à 10 minutes et des brouettes de la fin, là, j'ai senti Berne un tout petit peu dans l'urgence. Mais sinon, et je sais plus avec qui on discutait de ça, pour un derby de Zeringen, finalement, c'était extrêmement cordial. Je sais pas si c'est le bon terme, mais il n'y avait pas cette tension, cette émotion où ça brassait, sans doute parce que les gars étaient là, non, il faut pas de pénalité, ou un minimum, pas accorder de 5 contre 4 ou plus à l'adversaire. Et finalement, j'ai trouvé que ça n'avait jamais véritablement décollé d'un point de vue de la tension. Je sais pas si tu partages cet avis. Oui, après, c'était sûrement le plan de match qui a été parfaitement appliqué par Fribourg-Gotteron, parce que quand tu vois les rencontres qui ont été un petit peu plus difficiles, c'est aussi parce que Gotteron prenait l'eau défensivement, et il y avait tout le temps des surnoms bernois en zone neutre, et là, il y en a jamais eu. Fribourg a parfaitement su maîtriser sa ligne bleue. Il y a eu deux moments, je dirais, dans les 40 premières minutes où Fribourg a un peu lâché la ligne bleue, et donc s'est vite retrouvé sous pression sur les 40 premières minutes. Après le dernier tiers, on y reviendra juste après. Mais quand même, moi, il y a une scène qui me semble clé, on va dire, dans ce match-là. C'est début de deuxième tiers-temps, et c'est Marc Marchand qui est seul, absolument seul au deuxième poteau, qui reçoit un centre qui vient de la droite du gardien. Il se retrouve face à Reto Berra qui fait un plongeon vraiment désespéré. Premier arrêt de la jambe gauche, et il arrive à prendre son propre rebond. Et derrière, deuxième arrêt de la jambe gauche. Donc là, c'est clé, ce moment-là. Il y a 0-0 à cet instant. Et 40 secondes plus tard, il y a Daniel Ljunggren qui marque le 1-0. Et ça a été le début de la fin pour Berne. Et c'est là que tu vois justement que si à ce moment-là, tu as un Marc Marchand qui marque, et il sait le faire, hein, on va dire, c'est dans son habitude de marquer des buts. Là, il lève le puck au lieu de tirer à glace. Après, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Mais là, ton match peut être totalement différent, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Derrière, Ljunggren, déviation sur un tir de Dave Suter qui était très très bon de nouveau dans ce match numéro 7. Mm-hmm. Et Ljunggren, c'est le héros improbable, mais alors encore plus qu'improbable, je dirais. À la fin du match, il était en zone mixte à parler avec plusieurs journalistes, puis il racontait justement que
En gros, il était prêt à partir en vacances après la saison avec Turgovie. Et puis, c'est là que il avait vraiment déconnecté. Et c'est là que le téléphone a sonné. Allez, dis donc, est-ce que tu veux venir jouer quelques matchs avec Fribourg? Ou du moins, est-ce que tu veux venir patiner à l'entraînement avec Fribourg? Voir plus si affinité. Puis, il y a eu un peu plus, vu que Delarose s'est blessé. Et il s'est retrouvé sur la glace. Honnêtement, les 2 premiers matchs, c'était vraiment pénible pour lui. C'est pas parce qu'il a marqué. Non, ouais, déjà, le match numéro 6, c'était un peu mieux. Là, le match numéro 7, c'est pas parce qu'il a marqué, mais ça devient un peu plus simple. Et j'ai parlé avec lui à la fin du match aussi. Et il me disait, ben oui, c'est se mettre dans un tel rythme, ça prend un petit peu de temps et c'est aussi normal. Il estimait normal le temps qu'il lui a fallu pour se mettre à niveau. Mais au final, dans le rythme ou pas dans le rythme, c'est lui qui marque le 1-0. Puis derrière, Berne a pas franchement pu s'en relever avant la 50e minute. Moi, je voulais revenir quand tu dis Marchand. J'ai écrit un deuxième papier aujourd'hui et j'ai mis... Il y a eu cette scène, évidemment, qui était... je ne sais pas si elle est fondatrice, mais... et je me suis dit, mais même si Berne avait marqué là, je ne suis pas sûr que Fribourg aurait perdu parce que il y avait pas de furia. Tu le disais, la furia bernoise, en fait, ça aurait été un coup, je sais pas si c'était un coup du sort, mais ça aurait été peut-être plutôt un petit écueil. Et que ce Fribourg-là, vu l'intelligence de jeu, toujours pas tenter des choses impossibles, jouer sur ce qu'il fallait faire, suivre le plan de match, j'ai eu l'impression qu'il pouvait, c'est pas rien arriver, mais que c'était finalement tellement logique, même si là aussi les expected goals, mais on le sait, quand il y a une poussée à la fin, évidemment que ça va créer quelque chose. Non, là, je t'arrête tout de suite. Au moment où Marc Marchand a son action, il y a 1,5 expected goal pour Berne et moins de 0,5 pour Fribourg-Gotteron. Il y en a 3 fois plus pour Berne. Hein. Donc, mais c'est pas fou. C'est pas fou quand même. C'est pas fou. Mais Fribourg marque sur un tiers d'occasion et avant ce but de Lundgren, il n'y a rien. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. On sent que Fribourg était en contrôle sur cette rencontre et c'était le but. Hein. Quand tu vas à Berne devant 17 000 spectateurs qui vont potentiellement pouvoir mettre le feu, ton but c'est d'éteindre l'incendie ou de faire en sorte que le feu ne prenne pas. Mm-hmm. Ils l'ont parfaitement fait. Mais dire que c'était finalement qu'à aucun moment, qui se serait relevé de tout, si Marchand marque à ce moment-là, moi je me dis quand même à ce moment-là, là c'est un peu en train de tourner, mais 40 secondes après, il y a ce but et ça fait toute la différence. C'est clair qu'après, quand on a vu le déroulé de la rencontre, ça s'est débloqué. En plus, Wüttrich n'a pas été exceptionnel, même s'il peut pas grand-chose sur le 2-0. Sur le premier, cette déviation non plus. Plus le 3, c'est le tir de Streulet dévié par un Bernois. Exact, il ne peut pas grand-chose non plus. Il ne peut pas grand-chose. Mais on l'a aussi dit des fois avec Kevin Pache, il n'a pas réussi à faire en sorte de rendre possible l'impossible. Quoi. Il n'a pas été chercher l'immense save. Quoi. Donc, dans ce match 4, non, je suis d'accord avec toi. J'ai vu un Fribourg intelligent et c'est drôle si on regarde les stats aussi, c'était de voir que finalement la meilleure ligne, je sais pas si c'était la meilleure ligne, mais statistiquement il y avait la 4e, puis la 3e, puis la 2e, puis la première, si je dis pas de bêtises. Après, dans le match, Sørensen, Gunderson, Radgeb, enfin Sørensen est quand même impliqué sur un des buts, et quel but. Donc je trouve qu'on peut pas résumer à dire que la première ligne de Fribourg était pas bonne, mais c'est vrai qu'elle a eu peut-être moins d'impact et que finalement quelqu'un d'autre a dû se lever, que ce soit les défenseurs. Finalement le premier but, c'est pas un but de Dave Sutter, mais c'est quand même lui qui initie on va dire l'action, le goal en tirant au but. Puis après, Radgeb et Streulet, 2 défenseurs, et puis Lilia dans la cage vide. Mais ces 3 buts là, c'est presque 3 buts où la défense est vraiment très impliquée. Ouais, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans cette victoire fribourgeoise, c'est que justement, c'est pas
Sørensen sur passe de Valmark, Valmark sur passe de Sørensen, et puis le dernier, c'est Sørensen sur passe de Schmidt. On se posait la question justement d'où ça pouvait venir, et dans cette rencontre-là, la première ligne a, comme tu l'as dit très justement, été assez bien bloquée par les Bernois. J'ai trouvé la ligne, même s'il n'y a pas eu, il y a eu le but de la cage vide de Lilia, mais la ligne Weibertchi-Lilia, très intéressante offensivement. Défensivement, c'était un poil tendu, mais ils étaient beaucoup face à la ligne d'Altonen et Merel et Eistel. Donc, de presque être à égalité sur les expected goals quand tu joues contre, ils sont à 45-46%, les trois là. Quand tu joues contre la première ligne adverse qui est censée tirer Berne, c'est une victoire. Et après, où je te rejoins, c'est que les lignes 3 et 4, la ligne centrée autour de Walser et la ligne de Nicolas Ljunggren-Motet, ont fait du bon travail et ont très peu donné justement à Berne. Et j'ai retenté ma blague du Gotenaccio avec, on va y arriver avec Arsène Wenger. Cette fois, il l'a comprise. Donc, je pense qu'on est vraiment en train d'avancer dans la compréhension de cette blague. Donc, je pourrais bientôt le thématiser avec lui. Je pense qu'il est prêt. Mais ceci mis à part, il est arrivé là avec un plan de match ultra clair. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour qu'il y ait match, on va dire, et pour que ça s'emballe enfin, parce que vraiment, Fribourg a endormi Berne, et il a fallu que Tapola, à 11 minutes ou 10 minutes 20 de la fin du match, sorte son gardien à 3-0. Là, sur le moment, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à jouer. Hein. Si tu encaisses, il y a 4-0, de toute façon, on peut plier les goals. Et si tu marques le 3-1, il y a une petite chance que ça provoque quelque chose, et ça l'a clairement provoqué, parce qu'il y a eu ce 3-1, et derrière, il y a eu quand même une poussée bernoise où tu te dis, oulala, il reste encore quand même pas mal de temps. C'est à 8h45 le but de Simon Moser. Une vingtaine de secondes après, il y a Scherweg qui a une grosse action. Il y a Nemeth qui en a une autre après. Alors, on ne parle même pas de celle de Romain Leffel sur Berra. Là, c'est un poil plus tard, mais il reste encore environ 5 minutes à jouer à ce moment-là. Ouais. Et donc, oui, Tapola a fait tout juste ce qu'on pouvait être en droit d'attendre de lui. Ouais, c'est finalement, mais j'ai trouvé que les Bernois avaient un côté plus ourson que ours, et sans doute tout le crédit à mettre du côté de Fribourg. Mais tu parlais de Furia, on en parlera avec Lausanne, c'était l'équipe à domicile, les statistiques, c'est maintenant 40, 49 pour l'équipe qui est à domicile, donc 9, c'est la 9e victoire à l'extérieur dans un 7e match, mais on est toujours à 80%. Donc, ouais. Fribourg a défié les statistiques, et je ne sais plus avec quel joueur on parlait, je crois que ça allait être Berchi qui disait ouais, même moi, ça, je ne savais pas, puis moi, les statistiques. Mais c'était quand même, ce n'est pas des statistiques pour les sortir comme ça, c'est des faits. Et ça ne veut pas dire qu'il va toujours y avoir le club à domicile qui va gagner, mais il y a 80% de chances que ce soit en sa faveur. Et là, j'étais surpris de ne pas voir Berne être plus conquérant, ou en tout cas plus avoir ce petit pourcent de plus devant son public. Et que tu disais, Fribourg elle a éteint très vite, et c'est assez bien trouvé. C'est vraiment, il n'y a pas eu de feu, parce que Fribourg a tout de suite sorti la lance à incendie, en fait. Ouais, et il y a eu 2-3 fois à 3-0 le chant des fans du CP Berne que j'avais très rarement entendu. C'est en gros, on va pas le faire en suisse allemand, mais on veut voir notre SCB. Et même les supporters de Berne ne reconnaissaient pas leur SCB durant cette rencontre. Et ça, je le mets pas. Je suis pas en train. Enfin, c'est pas pour dire que c'est Berne qui a fait un mauvais match. C'est vraiment Fribourg qui a réussi à faire déjouer Berne en n'entrant dans aucune provocation, en acceptant le défi physique, mais en ne répondant pas. Et aussi, quand tu vas à Berne et que tu n'accordes pas de power play au CP Berne, j'ai pas les livres d'histoire sous les yeux, mais c'est rare. Ça prouve que tu as fait un match d'une propreté absolue. Je ne suis pas du tout en train de dire que Berne est favorisé. Aller à l'extérieur et ramener une performance défensive aussi propre, moi, je trouve ça impressionnant, parce que les powerplay, il y a eu 2 fois 2 minutes pour Fribourg, qui n'ont pas servi qui n'ont pas beaucoup servi, et il n'y a eu rien pour Berne.
Bon, on parlera de la demi-finale Fribourg-Lausanne un petit peu plus tard, après la partie pronostic. Mais là, intéressons-nous à l'aspect lausannois. Et ça s'est passé mardi soir. Lausanne qui a offert à ses supporters un match plein. Je pense que c'était 60 minutes de très très bon hockey. Il y a eu 6-2 au final. Après le but de Eldner, le 3-1, je crois que les shoots, c'est 47-4. Donc après 44 minutes de jeu. Honnêtement, entre deux équipes de même valeur, on va dire d'une première division d'un sport collectif, et notamment de hockey, j'avais rarement vu un tel écart. J'ai été regarder les expected goals, ou en tout cas le pourcentage de chances de gagner, ce que je n'avais pas fait tout de suite. Et j'ai vu que Langnau avait 1,5% de chance de gagner, 98,5% de chance de gagner pour Lausanne. Oui. Mais après 2 tiers, il n'y avait quand même que 2-1. Et il pouvait y avoir un peu de doute. C'est drôle parce que dans mon titre, j'ai mis Lausanne n'a pas tremblé, et dans le titre de Blick de ton collègue Mathias, c'était Lausanne a tremblé mais a fini par passer. Et donc comme quoi on n'était pas d'accord sur le déroulé de la rencontre. Je pouvais comprendre le tremblé, mais je me disais que il aurait fallu que pour que Lausanne tremble, il aurait fallu qu'il n'y ait pas ce 3-1 aussi vite en fait. Ouais, alors j'étais pas comme vous présent dans la patinoire. J'ai évidemment suivi ça. J'étais présent à Ajoie pour le match contre Lugano. Moi, je me demande quand même si après 40 minutes, on fait un micro-trottoir dans la Vaudoise Arena, puis on demande aux gens s'ils sont sereins ou s'ils sont en train de trembler à ce moment-là. Et je me demande la majorité des gens ce qu'ils sont en train de dire. C'est pas parce les joueurs. Que ça puait quand même sacrément le hold-up. Dans le match 7, 40e minute, tu as Charlin en face, qui est le MVP de la saison régulière, qui est en train de faire un match où il arrête tout, à peu près, ou pas tout, il y a 2-1, mais il fait un gros match, il multiplie les arrêts. Il y a un vieux but de Langnau sur absolument une des rares actions, et encore, de Langnau. Il y a 2-1, ça sent le braquage. Et quand tu disais 98,5 à 1,5, je me suis dit, donc c'est un petit peu le même genre d'histoire que quand Fribourg-Gotteron a battu Berne avec un 97,1 à 2,9. Comme quoi c'est possible que ce genre de match-là puisse tourner pour l'équipe qui a moins de 2% de chance de gagner, ou qui a environ 2% de chance de gagner. Ça aurait pu être Langnau. Au final, comme tu dis, il y a ce but de Eldner, le 3-1. Là, tu sais, à 3-1, tu dis bravo, merci. Et puis, c'était une belle série, on se serre la main, ils vont pas revenir. Mais à 2-1, à la 41e, au moment où il y a le puck qui est lâché, je suis pas sûr que la sérénité soit absolue dans la Vaudoise Arena. Ouais, mais tu parles de la Vaudoise Arena, tu parles des fans. Là, après, on parlait des joueurs, et les joueurs, d'ailleurs, ils étaient presque à dire non, mais c'est vous qui avez douté. Alors, c'était Damien Ria qui disait bon, alors, nous, honnêtement, non, on savait, on avait notre plan de match. De la même manière que Fribourg, ça s'est pas passé de la même manière, mais au final, c'est bien les deux clubs qui se sont imposés et qui ont pu imposer finalement leur plan de match, qui ont eu le dernier mot. Et je veux bien croire que les joueurs, des fois nous qui n'avons jamais posé un patin sur la glace, ou en tout cas à ce niveau-là, bien évidemment, on puisse ne pas comprendre et avoir un réflexe de supporter, de dire ouh là là, ça va être difficile, simplement en regardant puis en voyant le nombre de shoots et bêtement le tableau d'affichage. Ouais, alors je ne suis pas en train de dire que les joueurs du LHC ont douté, mais je me méfie quand même toujours des ah non, on ne regarde pas le classement qu'on entend tout le temps en fin de saison régulière. Je me méfie tout le temps de ce genre de discours-là. On n'a pas douté. Non, je pense bien, quand tu es joueur de hockey, tu n'es pas là à te poser des questions du genre est-ce que je suis en train de douter ou est-ce que j'ai peur. Par contre, si la question c'était est-ce qu'après 2 tiers-temps, quand vous avez 10 fois plus de shoots, et c'est pas une exagération, il y avait 10 fois plus de shoots après 2 tiers, ça paraît insensé, 40-4. Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez serein? Je pense que la réponse sera plus nuancée que on n'a pas douté. Ouais. Non, je pense que collectivement, tu doutes pas, mais individuellement, tu es en train de te dire
ouais, bon, il faudrait pas qu'à la 42e, il y a un patin qui dévie un peu qu'au but et puis ça met 2-2 parce que là, je sais pas ce qui se passe. On n'y est pas arrivé. Lausanne a finalement quand même été solide. Sur toute cette série, il me semble qu'on a tenu un cap quand même. Non, mais de toute façon, sur le long terme, cette série, Lausanne va la gagner et doit la gagner. Sur ce dernier match, je pense que c'était un bon 90% à 10% de probabilité de gagner ce match-là. Mais ben, y a peut-être ces 10% qui peut arriver si tu rejoues 100 fois le match, 90 fois le Lausanne va le gagner, mais il y a une fois de temps en temps où c'est Langnau qui le gagne. Et donc ça aurait pu arriver. C'est pas arrivé parce que Lausanne a quand même au final été ultra solide. Tu laisses pas 4 shoots à ton adversaire sur un match décisif en n'étant pas solide et ils l'ont vraiment été. Pour que Langnau gagne, il a fallu que Bayreuther prenne 2 fois 2 minutes. Et justement, tu vois, on n'a pas douté, c'est une chose, mais il y a 2-0 après 4 minutes, certes. Mais à la 22e, il y a le 2-1. Puis après, il peut y avoir une pénalité. Il peut y se passer tellement de petites choses sur un match que, oui, je comprends ton point de vue. Et je comprends le point de vue de Mathias. En fait, pour moi, la vérité est un peu dans le juste milieu où je vous donne raison aux deux. Le roi Lot. Tu m'as pas demandé qui avait raison, mais moi, je peux défendre. Lausanne n'a pas tremblé. Maintenant, clairement, Lausanne n'a pas tremblé. Mais je peux comprendre qu'après 2 tiers, c'était pas la sérénité folle. Mais toujours est-il que s'il n'y avait pas eu cette double pénalité de Bayreuther, Lausanne aurait pu... je pense qu'il y aurait eu 2-0 vu le déroulé du match. Il y a eu 2-0 après 2 tiers. Quoi. C'est assez incroyable de voir. Mais moi, c'est vraiment l'écart. Parce que Langnau nous a appris dans cette série à vraiment se battre jusqu'au bout, à être solide, à regarder Lausanne clairement dans les yeux, voire des fois de les regarder d'un petit peu plus haut. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu cette phrase, on en a parlé, je crois, dans un des épisodes précédents, on en fait beaucoup. Alors, pardon si je me souviens pas toujours de tout, mais Harry Pessonen au micro de MySports qui dit je les ai trouvés fatigués. Eh ben, forcément, cette phrase-là, elle est passée dans le vestiaire lausannois. Ça n'a pas été... c'est un peu comme avec Merellet, avec la bière et sa phrase par rapport au COP fribourgeois et tout. Ils se sont pas nourris de ça, mais ça a été le petit « Ah d'accord, ok ». Et les joueurs nous ont dit « Oui, c'est passé, c'est clair qu'on on a su ça. » Et très bien, ok, c'est noté. Et ça, c'était plus... on a vu qu'il y avait eu un petit impact, mais vraiment, Lausanne est entré comme il fallait à jouer le jeu qu'il devait. Et Ward a aussi parlé du crédit, tout ce qu'il voulait. Il a vraiment félicité, alors très, très fortement Langnau et Thierry Paterlini en disant waouh, ce plan de match et tout. Puis alors, tu te dis, mais alors si le plan de match a marché sur... on va dire les 3 matchs à Langnau et potentiellement aussi des matchs à domicile de Lausanne parce que Lausanne n'était pas ultra serein, pour reprendre ton terme. Et là, tu te dis, alors le plan de match, normalement, ça devrait fonctionner, mais le plan de match de Lausanne était... Et il y avait autre chose. Ils avaient ce pourcent de plus. Dans les duels, ils ressortaient toujours avec le puck sur la palette, dans les bandes. Ils allaient un peu plus vite. Quand ils back-checkaient, ils revenaient, ils rechopaient le puck aux Emmentalois. Mais c'est dingue de se dire, on a beau connaître ce sport, on a beau en avoir vu des matchs et des matchs et des matchs. J'étais quand même surpris de voir autant de différences. Alors que le match 6, il y a 2 jours avant, Lausanne ne faisait pas les malins. Donc, j'ai toujours de la peine à comprendre. Ouais, c'est là où justement, quand on nous explique que les équipes, elles sont finalement assez similaires et que ça se joue à quelques pourcents par-ci, par-là, ces petits pourcents, ils peuvent faire une sacrée différence. Et aussi, au bout d'un moment, même s'il y a eu ce but de Sari Hervey, t'as presque eu l'impression qu'il y avait presque un sentiment de... on a tout donné, on a réussi à faire la fête au village encore l'autre soir pour le 3-3, mais la batterie était vide. La phrase de Pessonen, elle me fait marrer, et en même temps, je peux entendre, si tu es au rupteur, on va dire, et puis que tu dis j'ai l'impression qu'ils sont un peu cramés, alors que toi-même, tu l'es potentiellement. Cette bonne guerre, disons, et ça me fait, avec du recul, et quand tu vois ce match-là, ça me fait un petit peu sourire. Mais moi, j'aime bien ça, et on en a déjà parlé de Merellet aussi. Oui, on en a déjà parlé. Oui. Au final, c'était très bon enfant, et il n'y a pas eu de problème.
là aussi, c'est une petite provocation entre plein de guillemets, mais ils disent ce qu'ils pensent et moi j'aime bien. Et puis, est-ce qu'ils se disaient juste, nous on est claqués, mais si on leur fait croire qu'on voit qu'ils sont fatigués, eux, peut-être qu'ils vont se dire, mais dis donc, ils vont jamais s'arrêter, les lapins du Racel, de l'Emmental, mais finalement, ils se sont arrêtés de manière assez nette. Et au final, le seul problème, entre plein de guillemets, c'est que Lausanne a dû batailler 7 matchs contre Langnau quand même. Tu me diras, en vue de la demi-finale, on en parlera après. Fribourg aussi, mais si tu réfléchis un peu plus loin que la demi-finale, et tu réfléchis dans ces playoffs, c'est quand même dommage d'avoir perdu un peu d'énergie là. Après, l'année passée, le quart de finale contre Davos, c'était pas une partie de plaisir non plus. Non. C'était également 7 matchs. C'était par contre Fribourg pas des déplacements dans le mental, mais des déplacements en dessus de Landquart, donc c'était un autre délire. Et ça n'a pas empêché Lausanne d'être physiquement prêt et d'être physiquement solide jusqu'à la fin du match 7. Donc, cette énergie quand même un peu égarée là, ou galvaudée là, j'arrive pas à me dire que ça va trop être un problème. Aussi dans le sens où Lausanne avait eu bien du temps pour préparer son quart de finale et vécu une fin de saison régulière aussi un peu plus tranquille, entre guillemets, dans le sens où ils ont pu un peu mieux gérer les énergies que d'autres équipes. Ouais, et ils ont eu aussi, finalement, c'est pas le retour de la première ligne, mais ça a été thématisé par nos confrères que cette première ligne, par Mathias aussi. De Suomela, Oksanen et Ria, on l'a cherché un petit peu. Où es-tu première ligne? Et c'est Ria à la fin du match qui disait, ouais, mais vous là, vous avez voulu peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de goals, mais nous on a je suis pas forcément d'accord avec vous. C'est que cette ligne qu'on forme, on a peut-être bien joué des fois défensivement, on a peut-être fait notre job. Ça c'est pas vu de la même manière. Ça c'est pas, il y a pas eu un hat-trick de Suomela, mais ça veut pas dire que parce qu'il n'y a pas eu ça, on a fait un mauvais match. Maintenant, je dis oui, mais vous avez tellement bien joué pendant la saison régulière que vous avez malheureusement obtenu le crédit sur votre ligne et que les attentes sont relativement grandes, même si on sait qu'en play-off, avec le match-up des lignes et que la première ligne va être bien bloquée par une ligne plus défensive, que c'est souvent les gars des autres lignes qui des fois arrivent parce que certaines stars sont bloquées, mais quand même, finalement, c'était un petit peu spécial. Et là, sur ce match-là, finalement, Suomela n'a pas mis 15 points, mais je l'ai trouvé, avec Oksanen, Ria a marqué 2 buts, mais les 2 autres, j'ai vraiment trouvé que la ligne était dominante, qu'il y avait un véritable travail de sape aussi qui a profité finalement aux autres par la suite. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. On passe au paris sportif, mais avant de nous concentrer sur les matchs numéro 1 de samedi soir, je voulais faire un petit pointage long terme, titre national. Et regardez les cotes après ces quarts de finale, voir qui est favori. Et figure-toi que Lausanne est favori des bookmakers pour remporter le titre national avec une cote à 2,80 sur le site de la Loro. Jinx, c'est fini. Quoi ? Faut pas mettre les favoris comme ça. C'est jamais les favoris qui gagnent. Ça, c'est terrible. Ça marche que quand c'est Zurich. Voilà. Deuxième, Zurich de 95. Troisième, Davos 3,90. Quatrième, Fribourg 6,75. Forcément, dans ces cotes-là, il y a le fait que Lausanne aura l'avantage de la glace en demi et en éventuelle finale. Il y a la saison régulière où Lausanne a été ultra dominant, donc c'est logique finalement que Lausanne se retrouve là, mais il y a quand même un aspect où tu te dis ah ouais, mais même au niveau des bookmakers, alors qu'à un moment, Zurich était quand même devant. Et là, pour cette demi-finale, ils ont remis Lausanne. Donc voilà, je trouvais juste intéressant de le mentionner. On a un pot Zurich, quoi. Moi, j'ai pas fait de pari long terme. Okay. J'ai juste, c'est pas vrai. J'ai fait un pari, j'ai honte avec du recul. Mais quand Lugano a commencé à merdouiller en début de saison, ils se sont retrouvés avec une cote qui avait aucun sens, genre 35 ou 37 contre 1. Je me suis dit, ouais, non, mais Lugano, à un moment ou l'autre, ça va tourner. Et à 37 contre 1, si on met 10 francs, on perd 10 francs. C'est ce qui s'est passé. C'est beau de le reconnaître. Donc voilà, mais je regrette pas du tout. En plus, je crois que ça va pour les bonnes œuvres après la Loro, si on leur donne un peu d'argent de temps en temps. Donc
C'est très bien. Bravo, Je Greg. suis fier de moi. Mais blague à part, on n'a pas encore les cotes qui sont disponibles sur le site de la Loro pour le match de samedi, qui est le match numéro 1. Les affiches, on les connaît, hein, c'est Lausanne-Fribourg-Gotteron et c'est Zurich-Davos. Forcément, c'est une évidence, Lausanne va être favori à la maison et Zurich va être favori à la maison. Toi, tu vois directement une surprise ou tu te dis la logique est respectée en général? Alors, si je suis... c'est pas une question d'être honnête, mais je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas, dans le remake, on en parlera après, entre Lausanne et Fribourg, finalement l'inverse de la saison passée, avec un Fribourg qui y croit, qui a un véritable état d'esprit, un peu comme Lausanne l'année passée. Fribourg avait été 2e de la saison régulière, superbe saison régulière. Lausanne 1er de la saison régulière cette année, mais qui a connu un petit peu des soucis pour passer Langnau. Le Fribourg avait eu un petit peu des soucis pour passer Lugano. Donc je pourrais imaginer l'inverse, et donc Fribourg qui s'impose dans la série 4-1 par exemple. Et le Fribourg avait gagné le premier match à domicile de l'année passée, donc je pourrais me dire que Lausanne gagne le premier match à domicile. Ouais, Fribourg avait gagné 2-1 le premier match de la saison dernière, qui était dans les mêmes configurations avec des équipes qui avaient eu des longues séries de quarts de finale. Fribourg avait battu Lugano en 7 matchs, Lausanne avait battu Davos en 7 matchs. Et là, je me rappelle vraiment, tout le monde nous avait dit à la fin de ce premier match, ouais, il faut relancer la machine, c'est une nouvelle série qui commence, ça prend du temps, il faut qu'on... Les émotions sont allées tellement haut en match 7 que c'est normal que le match 1 de la série d'après soit tendu d'un point de vue émotionnel et qu'on n'ait peut-être pas la même intensité. Et qui dit moins d'intensité dit avantage aux défenses. D'ailleurs, il y a eu 2-1 là. Et je ne serais pas totalement surpris de voir un match avec très peu de buts dans ce Lausanne-Fribourg. Ça, c'est toujours le genre de pari où tu as l'air d'un sacré âne quand il y a 6-4 après le deuxième tiers au match d'après. Ouais, mais tu l'expliques. Je trouve que si c'est juste de dire comme ça, lancer bêtement, non, là, tu l'expliques pourquoi. Voilà, après on verra comment ça se passe. Mais moi, j'aime bien me dire qu'il y aura un match à assez peu de buts, cet acte 1 de la série Fribourg-Lausanne, parce que c'est deux équipes qui ont joué tard et puis qui vont, justement, pour ce que je viens d'expliquer. Dans l'autre, je ne le ferai pas de manière aussi systématique, on va dire ça comme ça. J'arrive par contre pas à me rendre compte quand on dit qu'on joue les buts, donc c'est en général moins de 5 buts et demi, voire 6 buts et demi, ça dépendra de où la ligne sera placée par les bookmakers. Mais je pense qu'il va falloir jouer moins de 5 et demi, voire moins de 4 et demi, parce que la cote du 5 et demi, j'ai peur qu'elle soit un peu basse, honnêtement, parce que tout le monde va s'attendre à un match avec peu de buts. Donc ça, ce serait une de mes options pour ce premier match. Et sinon, je serais pas loin de me dire que Davos, c'est une bonne surprise, non? Ouais, c'est... Mais en même temps, Zurich a quand même été... J'hésitais parce que je me disais, est-ce que Marco Bayer va reprendre le flambeau de Mark Crawford? C'est pas simple. Est-ce que les Zurichois ont aussi faim que l'année passée? Ils sont champions en titre, mais... si ils ont perdu Keith Routman, c'est ça, hein, oui. Mais ils ont quand même, donc si t'arrives pas à être champion ou si t'arrives pas à aller en finale parce qu'il te manque Dario Routman, je dis pas que c'est pas un gars hyper utile, mais donc ils ont assez d'autres profils et d'autres armes pour arriver à faire avec ou à faire sans en l'occurrence. Donc je pourrais quand même imaginer Zurich le gagner dans la mesure où Davos aussi, tout a tourné, enfin tout est allé incroyablement bien. Et qu'est-ce qui va se passer quand immanquablement Schliemann aura peut-être un petit match sans, ça peut aller vite contre ce Zurich là quand même. Ouais, moi je pourrais imaginer un Davos en mission, mais je crois pas que je vais avoir le courage de parier contre Zurich. Ça m'a l'air trop tendu, mais de toute façon, comme d'habitude, c'est réponse sur nos réseaux sociaux. Probablement vendredi dans la journée, si les codes sont sortis, on est toujours un peu tributaire de ça, surtout en play-off, mais dès qu'on le fait, ce sera sur nos réseaux sociaux pour vous donner nos conseils de la semaine. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Bon, on va se projeter maintenant sur cette demi-finale, sur ce remake, revanche, je ne sais pas comment il faut l'appeler, de la saison passée. Pardon ? La belle, ouais. Il y a c'est la 3e fois en 4 ans
que Fribourg et Lausanne se rencontrent. Mhm. C'est la deuxième fois de suite qu'ils se rencontrent en demi-finale. La première fois, c'était en quart de finale. Donc, c'est 1-1 dans la série. La série la plus proche de nous, c'était donc l'année passée, comme tu viens de le dire, avec une victoire de Lausanne assez solide, voire très solide. 4-1. Les matchs étaient quand même assez serrés, hein. On se souvient, Oui. même les matchs il y avait eu 4-1 dans la série du quart de finale, et là aussi, ça avait été très serré. Donc, c'est pas... j'imagine pas des gros scores, mais par contre, ça va être de nouveau une opposition où on est obligé, je disais, jinx pas, mais par les faits et le classement de la saison régulière, le fait que Fribourg a dû cravacher, même s'ils ont super bien terminé, Lausanne est aussi normalement un tout petit peu favori, hein. C'est pas une immense avance, et on pourra discuter aussi quels sont les points faibles ou là où Fribourg est meilleur que Lausanne. Mais disons que quand on regarde le contingent qui était contre Langnau, c'est 3 lignes. J'enlève d'une certaine manière la 4e ligne, c'est quoi, Prassel, Bougro, Ugly, qui est quand même pourtant une ligne qui est pas dégueu. Mais les 3 autres lignes entre Ria, Oksanen, Suomela, entre Jäger, Boson, Raffel, qu'on a tellement mis en avant l'année passée, et puis cette ligne nouvellement créée qui, sur le papier, ne me convainc pas, dans le sens où je trouve qu'il me manque un gratteur avec des créateurs. Mais Kaoun avec Rochette et Fuchs, force est de constater que c'est quand même joli à voir jouer. Est-ce que c'est peut-être trop joli justement pour les playoffs? Est-ce qu'il faut peut-être pas un peu plus de grit, de niaque? Ouais, je sais pas. J'aime bien dans une ligne, quand tu peux identifier qui est le moteur de cette ligne, on va dire ça comme ça. Et dans les deux autres, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile à identifier. Et là, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, sur ce qu'on a vu sur le quart de finale contre Langnau, c'est quand même assez compliqué de critiquer ce choix d'alignement. Et en même temps, est-ce que John Fuss le dit lui-même que ce Lausanne-là sera plus rapide et sera peut-être, oui, un peu moins physique que celui de l'année passée, mais plus vif vers l'avant? Est-ce que finalement, c'est pas lui qui a un coup d'avance et puis nous qui sommes trop à nous dire ouais, mais en play-off, il faut des grands bonhommes, mais finalement, lui, il a voulu prendre un chemin de traverse pour construire une équipe un petit peu différente? Je pourrais l'entendre. Est-ce que ça fonctionne? Ça, on n'a pas encore la réponse. Sur ce quart de finale contre Langnau, est-ce qu'on était totalement convaincus? Je pense que personne ne peut dire qu'il l'a été. Mhm. Par contre, et c'est ce qu'on a quand même dit du Lausanne HC toute cette saison, c'est que ça voulait pas. Lausanne n'était pas tout le temps la meilleure équipe sur la glace, mais Lausanne était quand même très très souvent l'équipe qui gagnait à la maison au final. Exactement. Donc, À la maison. oui. Qui gagnait tout court au final. Oui, à la maison aussi d'ailleurs, mais déjà qui gagnait. Voilà, c'était bien de relever quand même aussi, effectivement, un domicile très solide. Donc, mais j'ai eu ce lapsus, j'allais en parler. Ah ouais, ils ont ce côté où devant leurs fans, mais tu vois, il y avait ce côté où un Tim Boson a été bon durant ce quart de finale contre Langnau, et Tim Boson a ce côté joueur d'impact. C'est pas, il mesure pas 2 mètres et il pèse pas 120 kilos, mais il doit être encrassant à jouer en play-off. Comme il doit y en avoir 1 ou 2 à Fribourg qui sont pénibles. Tu te diras, il faut vous jouer contre eux. Donc je me demande qui, quand même avec des artistes, et il y en a pas mal à Fribourg aussi, à commencer par sur la première ligne, qui c'est qui va avoir le dernier mot? Est-ce que ça va être justement le secondary scoring? Est-ce que ça va être les défenseurs qui vont amener quelque chose? On a vu les défenseurs de Fribourg amené pas mal dans ce dernier match et plus généralement sous Lars Leuenberger, amené offensivement. Lausanne, c'est pas le but d'Eldner qui doit conditionner le fait que les défenseurs, Joe et Pilot l'année passée étaient sans doute, et peut-être plus Pilot en playoff que Joe, qui était pourtant très très utile, mais qui était plus offensif, qui amenait quelque chose, que Sklenicka, Bayreuther, qui sont bons, mais qui peut-être pas quand même cet instinct offensif qu'a Lawrence Pilot, par exemple. Ouais, je voulais juste revenir. Oui, totalement d'accord avec toi, et ça va être un des points importants dans cette série. Je voulais juste revenir 2 secondes sur la force du Lausanne HC à domicile, et je voulais faire une comparaison
justement des deux dernières saisons lausannoises avec celle d'avant, la saison 22-23. Et je ne vais pas remonter plus loin, mais la dernière saison, on va dire avant le renouveau lausannois. En 22-23, Lausanne, c'est 26 matchs à la maison, 12 victoires, 14 défaites, 1,46 points par match. La saison dernière, c'est 2,23 points par match, avec 18 victoires et 8 défaites. Et là, tu dis, ouais, quand même pas mal. Cette saison, c'est 2,30 points par match, donc 2 de plus encore, avec 21 victoires et 5 défaites à la maison. Sur les 2 dernières saisons, Lausanne marque 118 points à la maison. C'est absolument incroyable. À titre de comparaison, je n'ai pas fait le calcul pour tout le monde, mais Zurich, ils sont à 109 points. Lausanne met 10 points de plus à Zurich sur les matchs à la maison. Donc, c'est une force incroyable de jouer à domicile. Et quand on disait que Lausanne allait avoir l'avantage de la glace et que ce serait potentiellement très intéressant, on est en plein dedans. Ouais. Mais quand même, on a vu le match 7, pourtant, malgré l'avantage de la glace de Berne, que Fribourg a quand même été chercher quelque chose. Moi, Fribourg, le seul... je trouve que je les vois en mission, ça c'est clair. Je pense que tu as remarqué, parce que tu remarques en général plein de choses. J'ose pas dire tout, parce que c'est peut-être un peu exagéré, mais les t-shirts... Tu me donnes trop de pouvoir, là. Non. Les t-shirts des Fribourgeois qu'ils arborent une fois qu'ils sortent pour venir devant la presse, il y a une encre. Je l'ai aussi un peu thématisé dans mon papier du jour. Une encre, et c'est Berchi qui, quand on l'interviewe, dit ouais, c'est vraiment, il utilisait le terme anglais anchor pour dire ouais, voilà ce que Lars veut, et cette encre pour stabiliser tout le truc. Et puis il y a quelques mots clés aussi qui sont mis, je crois que ils sont mis en anglais autour de cette encre, et je trouve que ça symbolise assez le renouveau fribourgeois finalement depuis la prise de pouvoir de Lars Leuenberger, et c'est pour ça que Fribourg peut y croire, a de l'espoir, peut être dangereux, avec à contrario le fait qu'ils ont quand même une grosse débauche d'énergie. Oui, c'est super, oui, ils ont gagné ce titre à la Coupe Spengler, oui, ils sont revenus. Ma question, c'est un peu de me dire, est-ce qu'à un moment ils vont se faire rattraper par la fatigue? Est-ce qu'ils vont? Et si oui, quand? Ouais, c'est une bonne question, surtout avec un 6e étranger qui est Ljunggren, à moins que Larsenberger veuille changer son équipe. Je pensais d'ailleurs qu'il le ferait pour le match 7, il ne l'a pas fait. C'est toujours la même chose. Du coup, là, on dit bravo Lars, t'as été super. Puis s'ils avaient perdu, on dirait mais pourquoi il a rien changé, cet abruti? On va essayer de pas tomber dans ces extrêmes-là, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que, en gros, une décision, elle a un impact majeur. Là, il a fait tout juste, d'autant plus que Lundgren a marqué. Moi, je voulais revenir sur une stat justement concernant Fribourg-Gotteron, et depuis l'arrivée de Lars Leuenberger, il y a eu seulement 2 défaites en 60 minutes sur les 32 matchs durant lesquels Leuenberger était à la barre. J'ai inclus dans cette statistique la Coupe Spengler, les 4 matchs joués là-bas, mais sinon c'est 2 sur 28 en championnat. Il y a eu des défaites après, en prolongation, il y en a eu quelques-unes contre Berne durant cette série, au tir au but en saison régulière, mais 2 défaites en 60 minutes sur une trentaine de matchs. Et ouais, je trouve cette statistique assez impressionnante. Ouais, puis on peut aussi parler de Reto Berra, évidemment. On a mentionné défense, on a mentionné aussi un petit peu l'attaque, mais là, les gardiens, on est obligé quand même de donner un avantage à Fribourg dans cette série. Je me demande l'année passée, avec Connor Hughes, si je pense qu'on avait aussi évidemment donné plus de crédit à Berra en disant mais l'expérience de Berra, et puis Hughes avait marché sur l'eau dans cette série. Là, quand même, Kevin Pash doit faire face à un monument, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y arriver. Ça ne veut pas dire que Fribourg va forcément s'imposer, mais au petit jeu on met une coche d'un côté ou de l'autre, on est obligé de mettre une coche du côté de Berra au niveau des gardiens. Tu te rappelles l'année passée, match 1 à Fribourg, que Fribourg gagne, tu te rappelles évidemment. Kevin Pash avait été titularisé. Yeah. En lieu et place de Connor Hughes, qui avait joué les 7 matchs avant. Ils avaient dit sur le long terme, en gros, ils avaient un peu accepté ce premier match. Ça ne veut pas dire qu'ils allaient pour perdre avec Kevin Pash, on est bien d'accord. Il avait déjà une petite expérience. Mais ils avaient dit ok,
on pense long terme, donc on met Connor Hughes en tribune un soir. Et derrière, Hughes finit la série avec 96,69% d'arrêt sur les 4 matchs qu'il a joués, 1,05 buts encaissés par match. Le match que fait Kevin Pache à Fribourg, il est tout à fait OK. Hein. Il prend 2 buts, mais il a plus de 91% d'arrêt. Est-ce que tu peux imaginer Fribourg tenter un tel pari en mettant Loïc Gallet pour ce match numéro 1, ou c'est une hérésie même de l'évoquer? Non, alors c'est jamais une hérésie. Puisque ça s'est passé par le passé. Puis je crois aussi en NHL une fois, il y avait, est-ce que c'était Vegas qui alternait les gardiens. Donc tout est faisable. C'est pas débile. Loïc Gallet a pas été ridicule du tout. Lui donner un peu, parce qu'il faut penser aussi peut-être à l'après Berra. Alors pourquoi le faire en demi-finale, hein, mais s'il y a un match à faire sur le premier où t'es à l'extérieur, t'as rien à perdre. C'est toujours cette phrase, rien à perdre. Bien sûr que tu as quelque chose à perdre, mais dans le sens où c'est pas toi qui es favori. Je trouve pas que c'est débile, mais je pense quand même que Berra, c'est pas comme Connor Hughes. Connor Hughes avait pas l'aura, l'expérience, comment dire, je sais pas si on peut dire le chien de Reto Berra, où tu te dis, si tu sors Connor Hughes, il peut pas dire non mais je suis Connor Hughes. Si tu sors Reto Berra, il peut dire mec, je suis Reto Berra. Ok, très bien, mais je pourrais imaginer un peu le côté renfrogné du gars qui dit cette équipe, c'est la mienne. Bon, après, voilà, c'est mon avis. Hein. Je te rejoins. Hein. Je trouvais juste intéressant de l'évoquer. Je pars aussi de cet avis-là, surtout que l'année passée, c'était la même configuration pour Fribourg. C'était pas le même coach, c'était Christian Dubé derrière la bande et pas Lars Schoenberger, donc il peut y avoir des vues différentes. Mais Reto Berra a joué les 5 matchs. Et a fini à 92,57 d'arrêt sur la demi-finale. Donc, tout à fait bien. Il a été bon. Il n'a pas eu de souci à enchaîner malgré cette première très longue série contre Lugano. Donc, mais je trouvais aussi que c'était un rappel intéressant de voir ce qu'avait osé quand même, en un sens, Jeff Ward l'année passée, dans pareilles circonstances, d'envoyer son gardien numéro 2 pour le premier acte à Fribourg. Et je me rappelle qu'on avait été un tout petit peu surpris. Mais au final, Fribourg avait gagné ce premier match, mais derrière, il y avait quand même une différence assez majeure. Tout le monde. J'entends souvent, c'est beaucoup une question de coaching. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a une différence au niveau du coaching et Jeff Ward est un des meilleurs coachs. J'ai parlé avec un ancien joueur de Jeff Ward cette semaine qui m'a dit que c'est le meilleur coach en Europe. J'ai jamais eu un coach aussi extraordinaire que lui. Okay. Et c'est pas Benjamin Antonietti, avec qui on a beaucoup de contacts. C'est pas lui. C'est un ancien joueur de Jeff Ward. Et il me dit cet homme est extraordinaire. Et il a un crédit énorme auprès de vous les suiveurs du hockey, mais c'est pas la moitié assez en fait. Et je trouvais que c'était intéressant de l'entendre. Puis il m'expliquait comment il était, sans aller trop dans les détails, mais c'était hyper intéressant. Puis donc oui, Jeff Ward c'est un extraordinaire coach. Il a déjà fait ses preuves depuis qu'il est là. Maintenant, il faudra voir l'affrontement avec un Lars Schoenberger qui a un style différent de Christian Dubé, qui a une expérience différente de Christian Dubé, qui a eu l'habitude de jouer de longs playoffs avec des équipes en tant que coach ou assistant coach par le passé. Donc, il y aura un affrontement aussi, un match dans le match, on va dire, derrière le banc. Ouais, mais il a gagné surtout, c'est ça. À la fois comme assistant, à la fois comme coach principal. Donc, on ne peut pas lui enlever. Ça, c'est quand même plus que Jeff Ward. Après, tu me diras, Ward avait eu comme assistant en NHL, la Coupe Stanley, donc c'est encore un autre niveau. Mais non, je me réjouis de voir l'opposition de style, parce qu'alors vraiment, Ward a été extrêmement dithyrambique envers Paterlini en disant que vraiment Langnau a joué. Il dit, j'ai adoré comme Langnau a joué. C'était un peu, alors je sais pas si c'était politique, mais il avait l'air sincère. C'était plus facile d'être sincère avec la victoire au bout, hein, et la qualification. Mais je me demande, là aussi, avec les situations spéciales, le powerplay de Lausanne qui était si bon en saison régulière, qui tout saute cette première série, est-ce qu'ils vont retrouver quelque chose? Parce que l'année passée, il me semble, j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble aussi parce qu'il y avait Pilot, et qu'il y avait Raffle aussi qui venait déranger. On avait l'impression que le powerplay lausannois était assez dangereux. Ouais, mais le powerplay lausannois a marqué que 2 buts sur la série contre Fribourg, 14,29%
de réussite. Fribourg avait 16,67% de réussite sur la demi-finale. Donc, par contre, Fribourg avait pris des buts à 5 contre 4. Il y en a 2 marqués par Lausanne. Donc, Lausanne en infériorité numérique, ce qui était pas une grande idée. Mais donc, c'était pas à ce niveau-là que s'était fait la. J'avais le même. C'est marrant, des fois aussi, avec une année d'écart. Qu'est-ce qui te reste d'une série dans un coin de la tête? Et j'avais aussi cette impression-là que le Power Lausannois avait vraiment embêté le Fribourg-Gotteron. Mais voilà, donc. C'est pas sur à cet endroit-là que ça s'était joué la saison dernière, mais du coup, premier acte, samedi soir à la Vaudoise Arena, tu seras présent? Jawohl. Parfait, et ben moi je serai présent sur la série également, donc on se réjouit de la vivre en votre compagnie. Et on termine cet épisode avec quand même, il reste une série finalement d'un club roman, malheureusement. J'ai envie de dire, ce sera le barrage de promotion-relégation qui aura lieu entre Ajoie et Viège, et parce que Ajoie n'a pas réussi à défier les pronostics. Finalement, on pensait que en étant revenu de 0-2 à 3-2, Lugano avait quand même les cartes en main malgré ce 6e match à Porrentruy. Et puis c'est ce qui s'est passé. Lugano a fini par se sauver. Et du coup, Ajoie va devoir jouer ce barrage de la peur contre une équipe de Viège qui nous semblait être pas ultra dominante en Swiss League, qui a fait son petit bonhomme de chemin, qui a éliminé ses adversaires les uns après les autres, qui est pas ultra impressionnante. Mais après, on est obligé de se dire, il reste quand même sur 3 séries victorieuses. Puis la finale, ils l'ont gagné 4-1. Puis c'est Heinz Sellers qui est le coach. Qui fait ses derniers matchs avec Viège avant de repartir au pays. Donc il sera bien content d'embêter s'il peut ajouter à son palmarès la montée de Viège. Je suis quand même toujours à me dire que Ajoie est largement favori, mais ça doit tellement être embêtant parce qu'il y a tellement d'enjeux pour Ajoie, surtout tout ce qu'ils peuvent perdre en cas de relégation. Qui va se jouer en plus ce barrage avec 4 étrangers, ce qui fait que Ajoie va devoir en enlever 2 de son roster et faire confiance à ses joueurs suisses. Bref, ça va être. Tu penses que ça va être plus serré que ça, ou tu vois quand même finalement un 4-0 pour Ajoie? Finalement, alors avant de parler de ça, moi je veux d'abord parler de cette série Ajoie-Lugano qui finalement le match numéro 6 remporté par Lugano à Porrentruy 2-1 est l'exact image de cette série. C'est que Ajoie, son seul but est inscrit en powerplay, un but de Belmar sur un centre de Palvé qui est parfait. Auparavant, c'est Ebicher qui avait marqué, donc 1-1, et la décision, elle vient à 5 contre 5 avec un but de Jesper Peltonen, et c'est justement à 5 contre 5 que c'est décidé cette série, parce qu'en powerplay sur la série, Ajoie, c'est 8 buts, et Lugano, c'est 4. Donc ça fait quand même déjà une petite différence. Mais par contre, les buts à égalité numérique, c'est 11-4 en faveur de Lugano. Et un des 4 à égalité numérique est tombé genre 3 secondes après le retour du joueur pénalisé. Donc c'était dans la continuité d'un powerplay. Donc tu as 3 buts à égalité numérique dans le jeu pour le HCA sur une série de 6 matchs. C'est évidemment beaucoup trop peu. L'inverse, tu as un powerplay qui marche vraiment, vraiment bien. Donc, contre une équipe comme Viège, ça peut faire la différence. Surtout que l'écart de talent, il sera plus aussi marqué entre Ajoie et l'équipe en face, donc Viège. Donc, ça va quand même être un avantage pour le HCA. Puis, tu l'as évoqué à l'instant. Tu dois mettre en tribune 2 étrangers. Si t'es Greg Ireland, pour moi, j'ai pas l'impression de lever un lièvre, mais tu as déjà Belmar que tu laisses sur la glace parce qu'il est beaucoup trop important. Onka qui est sur la glace. Tu as Onka qui est beaucoup trop fort. Tu as De Vos parce qu'un centre étranger va toujours être utile et tu vas pouvoir compter sur lui en powerplay, donc il va jouer aussi. Tu en as déjà 3. Et il y en a un 4e qu'il va falloir mettre entre Jonathan Eisen, TJ Brennan, et moi je pense que Eisen ou Palvé encore. Et moi je pense que Eisen ou Palvé vont jouer la dernière place parce que tu n'as pas besoin d'un étranger supplémentaire derrière.
Ouais, mais t'as quand même Pilet qui est suspendu. Après, ils ont assez entre Fischer, Thierry et compagnie, Fay. Il y a assez de monde. On est tout à fait d'accord. Et tu dois pas trembler. Tu dois mettre toutes tes chances de ton côté. C'est plus simple. La défense suisse d'Ajoie est meilleure que l'attaque suisse d'Ajoie, je pense. Et si c'est pour défendre comme ça, même si Brennan, sacré buteur, hein, finalement. Donc, mais t'as toujours cette option Brennan, si ça marche pas. Ouais, Brennan, il fait un joli play-out, il s'est quand même réveillé un petit peu aussi offensivement, et puis même défensivement, il était OK. J'ai eu peur qu'il se soit fait la clavicule au début du match numéro 6, il part à la bande, puis il se relève en se tenant l'épaule, tu dis « Ouh, non, pas ça ». Et finalement, ça, c'est bon, il a pu revenir jouer assez rapidement. Mais oui, cette série contre Liège, ça va pas être une partie de plaisir. J'ai l'impression que du côté de Liège, ils ont envie d'y croire et ils auraient tort de s'en priver. Ils ont été quand même sacrément solides durant ces playoffs, hein, parce que battre Bâle, finir le job là-bas, c'est pas simple. Ils ont su le faire. Donc Ajoie est clairement en danger. Serait faux de penser que ce barrage va se passer facilement. Mais pour moi, oui, je pense qu'Ajoie devrait quand même finir par s'imposer. C'est Nunn, le troisième étranger que Viège peut aligner. Et c'est quoi Ignatavicius ou un truc comme ça, le jeune laiton de Genève Servette. Lituanien. Lituanien, ouais, très pardon. Qui c'est pas franchement un étranger. On se rappelle quand même des clubs qui avaient engagé des fois des étrangers pour ces barrages. C'était autre chose, mais évidemment que Viège, je pense qu'ils n'imaginaient pas forcément, quand on voit certains clubs qui visaient quand même, sans aller parler de viser la promotion, mais qui avaient envie d'être plus dominants en Swiss League. On pense notamment à la Chaux-de-Fonds, qui avait une équipe qui nous semblait un peu plus impressionnante que ce Viège-là, mais au final, ce Viège-là, peut-être, peut surprendre, mais ce serait quand même un sacré... Je sais pas, c'est un camouflet, ce serait une sacrée surprise que Viège arrive à sortir Ajoie, quoi. Je trouve que ce serait... Et ce serait triste aussi, parce que pile au moment, on a l'impression qu'Ajoie commence à bien travailler, que les étrangers sont dominants. Hein, Turkulainen, Nettinen, super solide. Et Onka, super signature, là aussi, Belmar. Et tout d'un coup, ça pourrait partir en eau de boudin. Et c'est vraiment dommage. J'espère que Cons aussi, qui a été touché en fin de match, mais on n'avait pas l'impression que c'était catastrophique, mais c'était aussi quelque chose à monitorer, voir s'il pouvait toujours jouer. Après, tu me diras, il y a toujours Tiaccio, donc au niveau des gardiens, ils ont assez de qualité à Ajoie pour potentiellement se passer de Cons, même si c'est jamais facile. Mais ouais, ça va être malheureusement intéressant, quoi, pour les supporters à Joulot, quoi. Absolument, et au rayon des joueurs étrangers du HC Viège, tu as un duo suédois qui est meilleur compteur numéro 1 et 2 des playoffs, c'est Adam Brodecki et Jacob Nilsson, donc c'est un centre et un ailier, le fameux duo habituel. Tu prends ton centre et ton ailier, tu les fais de temps en temps jouer ensemble ou très souvent jouer ensemble, et puis tu regardes ce qui se passe. Et puis au niveau du gardien, c'est Romain Meyer qu'on a vu par le passé du côté de Zug. Il a fait quelques matchs à Zug, quelques matchs à Rapperswil aussi. Et sinon, il a fait une bonne saison du côté de Viège, sa première saison à Viège. C'est lui le gardien titulaire. Il a fait plus de 95% d'arrêt depuis le début des playoffs. Donc, il y a quand même 2-3 joueurs de qualité. Tu as un Daniel Eigenmann derrière qui enchaîne les points aussi. C'est un joueur qui est habitué, on va dire, à jouer à ce niveau au rythme de la National League. Il a 33 ans. C'est un ancien Ajulo d'ailleurs, si les Ajulos se souviennent qu'il était présent lors de la promotion de 2021. Daniel Eigenmann, après, il a fait une saison avant de partir justement à Viège. Donc, s'il peut refaire le coup, mais dans l'autre sens, je suis sûr qu'il ne sera pas contre. Mais en tout cas, oui, il y a des joueurs de qualité. Je n'aurais pas parié sur Viège, honnêtement, champion et donc menaçant pour le HCA. Mais on a vu à quel point, même si tu es meilleur sur la glace, comme l'était Lugano face à Ajoie, ça ne va pas forcément devenir simple. Et rappelle-toi, le dernier barrage d'Ajoie contre Chaux-de-Fonds, le début, c'était quand même un tout petit peu compliqué avant que sur le long terme, Ajoie passe parce que c'était la meilleure équipe. Finalement, ce qu'Ajoie a vécu contre Lugano, Ajoie l'avait vécu dans l'autre sens contre Chaux-de-Fonds il y a 3 ans.
on est au terme de cet épisode numéro 32 de la saison 7 de Cold Facts. Merci à tous pour votre fidélité. On est toujours présent sur les réseaux sociaux pour répondre à vos questions ou du moins pour les récolter, même si, comme on l'a déjà dit, là, la matière elle est quand même suffisante pour qu'on puisse faire par nous-mêmes. Mais en tout cas, n'hésitez pas, c'est des observations. On les lit, on s'en inspire, on se questionne. Donc, c'est toujours très intéressant. Et on est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube. Abonnez-vous, partagez à vos amis. S'ils ne savent pas quoi faire en attendant les matchs, dites-leur d'écouter Cold Facts. Ça nous fait toujours un petit peu de pub. C'est la meilleure pub qui soit. Exact. Et d'ici le prochain épisode qui aura lieu la semaine prochaine, agenda à caler encore. Profitez bien de ce début de série. À bientôt.